Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Viens chez moi, j'habite à la Paillade. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et je dirais même l'honneur de recevoir Monsieur Olivier Jacob, sous-préfet et secrétaire général de l'Hérault. Monsieur Olivier Jacob, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous avant toute chose? Eh bien écoutez, ça va très bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes bien installé dans nos locaux? C'est très confortable, presque comme à la maison. C'est parfait. Alors peut-être pourriez-vous commencer par nous rappeler dans quel contexte familial vous avez grandi? Quelle a été votre éducation? Quelles étaient vos passions? Quelles étaient vos aspirations peut-être déjà étant petit? Alors je suis né dans le nord de la France, dans une petite commune près de Dunkerque, donc c'est assez loin de Montpellier. Je suis un homme du Nord. Mes parents, tous les deux, mon père et ma mère, sont originaires du Nord. Et j'ai grandi, j'ai passé l'essentiel de mon enfance jusqu'à l'âge de 17 ans, dans une petite ville qui s'appelle Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, au bord de la mer. C'est là où j'ai fait toute ma scolarité, ma première scolarité. Ce qui fait que je suis quelqu'un en effet de très attaché à cette région, le Nord-Pas-de-Calais. J'y ai mes racines familiales. C'est important quand, comme moi, on est un vagabond, c'est-à-dire que l'on va d'un poste à l'autre, d'avoir un repère, et c'est une terre en effet à laquelle je suis très attaché. Vous y retournez de temps en temps? J'y retourne, oui. Alors en fonction des postes que j'ai occupés au sein de l'État, c'est plus ou moins facile. C'est vrai qu'ici, on est à peu près 1000 km du nord de la France, donc c'est assez compliqué. Ouais. J'y retourne normalement, j'espère y retourner là pour la fin de l'année. D'accord. Et quelles étaient vos passions quand vous étiez jeune? Quand j'étais... alors c'est des passions qui sont toujours les miennes. J'ai toujours aimé lire, c'est-à-dire que très rapidement, j'ai dévoré en effet les livres les uns après les autres. C'est une passion en effet, qui est toujours très présente, la lecture, de la littérature, mais pas de toutes sortes de littérature, est un élément qui est là aussi très fort chez moi, dont j'ai besoin. Et une autre de mes grandes passions, et c'est venu très tôt aussi, c'est l'histoire, dans toutes ses dimensions, en particulier l'histoire de France. Et en fait, j'y suis venu, j'ai des souvenirs, j'y suis venu ce sont des livres que m'avait offert à l'époque ma grand-mère. On avait ce qu'on appelle l'histoire de France en bande dessinée, donc c'était pas des livres, mais cette première découverte au travers de la bande dessinée a fait que, au fil du temps, j'ai découvert l'histoire de France, avec une période qui est ma période favorite, qui est la Révolution et l'Empire. D'accord, très bien. Vous avez par la suite entrepris des études de commerce aux États-Unis. Comment est-ce qu'on passe d'un petit patelin du nord de la France à l'Amérique du Nord? Vous avez raison, ouais, le lien n'est pas évident. En fait, ce sont parfois les hasards de la vie qui font que vous prenez une route différente. Au début, c'est mon père qui m'a dit engage-toi, essaye de faire une école de commerce, ce sont des formations assez rapides, et puis tu trouveras du travail. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai réussi au travers des concours une école de commerce qui est celle de Clermont-Ferrand. Donc là, je suis parti en Auvergne, et l'école de commerce de Clermont-Ferrand à l'époque avait toute une série d'accords avec des universités aux États-Unis. Et j'avais envie de partir, tout simplement, après avoir passé 18 ans de ma vie dans le nord de la France. Oui. Même si j'y suis très attaché, j'avais envie de voyager, envie de m'échapper. Et j'ai tout simplement tenté, alors on appellera ça en français des concours, c'est un peu plus compliqué le mode de sélection à l'américaine. Et en fonction du résultat que j'ai eu, j'ai réussi une université américaine qui est située dans l'Oregon, c'est-à-dire le quart nord-ouest des États-Unis, au-dessus de la Californie. Et j'ai bénéficié d'une bourse qui était offerte par le conseil régional d'Auvergne. Et c'est ce qui m'a permis d'aller étudier aux États-Unis, parce que les études, à l'époque, et c'est toujours le cas, étaient très chères. J'allais vous demander, comment est-ce que vous avez pu financer cette année aux États-Unis? C'est en effet grâce à une bourse. Moi, ma famille n'aurait pas pu financer les presque 2 années que j'ai passées aux États-Unis. C'est vrai qu'à la différence de la France, les études sont payantes et très chères. Et grâce à cette bourse, j'y ai passé 1 an et demi. Et j'y ai rencontré, au-delà
au-delà de faire mes études, j'y ai rencontré mon épouse qui n'est pas américaine, mais qui étudiait sur le même campus que moi, aux États-Unis, qui est française et qui a passé, elle, presque 4 années là-bas aux États-Unis, et qui enseignait en fait le français. Vous avez fait d'une pierre deux coups. J'ai fait d'une pierre deux coups. Je l'ai ramenée en France parce que je pense qu'en effet, elle était partie pour elle rester définitivement aux États-Unis. Et c'est vrai que quand vous êtes aux États-Unis, vous avez, je pense que c'est toujours le cas, et c'était déjà le cas il y a une vingtaine d'années, une impression incroyable de liberté, pour peu que vous ayez l'envie de prendre des initiatives, d'entreprendre, de voyager. C'est un territoire qui est tellement vaste que vous y perdez les repères que vous avez d'habitude en France. Et c'est vrai qu'une fois qu'on y est, on a envie d'y rester. Mais je l'ai ramené parce que moi, je vous disais tout à l'heure, je serais profondément attaché à mon pays. J'adore son histoire. Et je trouve que la France est très originale et c'est pour ça que je suis revenu. Hein. Et à votre retour en France, justement, vous avez fait l'IEP Paris et ensuite l'ENA, puisque vous faites partie de la promotion Valmy de 1996-1998. Comment vous expliquez ce changement d'orientation C'est un gros changement d'orientation. L'une de mes vocations très anciennes, c'était de servir l'État, c'était de travailler pour l'intérêt général. Moi, je n'ai pas de parents fonctionnaires. Hein. Mon père, ma mère ne sont pas des fonctionnaires. Je dois être le premier fonctionnaire de ma famille depuis très longtemps, à mon avis. Et en revanche, j'avais très chevillé au corps l'envie de travailler pour l'intérêt général. Simplement, quand vous avez une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, que vous n'avez pas de tradition familiale, que vous étudiez dans un lycée de province, qui n'est pas un grand lycée, on ne vous oriente pas spontanément vers l'École nationale d'administration. Il m'a fallu du temps en fait, pour cheminer, et puis à un moment donné, tout simplement, en grandissant, en mûrissant, en me renseignant, essayer de trouver la voie la plus directe pour servir l'État. Et j'ai voulu assez vite servir dans le corps préfectoral, être sous-préfet, parce que c'est vraiment le métier qui est le plus diversifié, le plus généraliste possible. Et la voie royale, entre guillemets, pour devenir sous-préfet, c'est bien de faire l'École nationale d'administration. Donc j'ai d'abord fait Sciences Po Paris, en revenant des États-Unis. Et puis, à Sciences Po Paris, commençant à me renseigner, j'ai préparé l'ENA et en travaillant, en bûchant, j'y suis arrivé. Alors à l'ENA, vous étiez en compagnie de Bruno Le Maire et David Martinon. Vous auriez une petite anecdote à nous raconter ? Non, je vais garder mes anecdotes pour moi sur Bruno Le Maire, David Martinon. C'est vrai que c'est une promotion, la promo Valmy, qui a donné un certain nombre de gens qui en effet sont maintenant célèbres. C'est le propre des promotions de l'ENA, mais c'est en effet une promo qui était riche en caractère. Ouais. Bon, vous garderez vos anecdotes. Ouais, je vais garder mes secrets pour moi. D'accord. Alors lorsqu'on parcourt votre CV, qui est très impressionnant d'ailleurs, on se dit que vous êtes un vrai globe-trotter. La Savoie, la Corse du Sud, l'Aube, la Polynésie française. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est par choix ou plutôt par obligation ? Non, c'est par choix. Les territoires que vous venez de citer, j'y suis allé en voulant y aller. Parfois, dans la carrière préfectorale, vous allez à des endroits où on vous envoie. C'est comme ça, c'est le propre du métier. Mais les 3 territoires que vous avez cités, la Savoie, la Corse et la Polynésie française, j'ai voulu y aller. Et le point commun entre ces territoires, et aussi avec le département de l'Hérault et le Languedoc, ce sont des territoires à très fort caractère, à très forte identité, et ce sont des territoires qui, pour des raisons diverses, ont toujours des relations particulières avec la République, avec la France, avec la nation, et qui se cherchent un peu au sein de l'ensemble national. C'est vrai que notre nation s'est bâtie avec un pouvoir central très fort, donc plus vous êtes proche de Paris, et plus les identités régionales ont du mal à s'exprimer. Et dans ces 3 territoires, en revanche, les identités sont très fortes, et lorsque vous y exercez, vous vous posez forcément des questions
sur le rapport à la nation et le rapport à la République. Lorsque vous arrivez en Corse, qui est un territoire qui a été rattaché à la France à la fin du XVIIIe siècle, et qui se cherche dans l'ensemble national, vous vous posez aussi des questions sur votre métier de représentant de l'État. Quand vous êtes en Polynésie française, c'est encore plus loin et la richesse culturelle est encore plus forte, puisque c'est un territoire qui, lui, a été vraiment intégré à la France encore plus loin. Avant l'émission, on discutait tous les deux. Vous me disiez que vous étudiez en ce moment l'histoire coloniale, alors pour des raisons différentes, parce que en Polynésie française, vous avez vraiment une histoire coloniale qui est très forte et qui pèse toujours très fortement sur ces territoires. Et puisque vous avez étudié mon CV, ensuite, après la Polynésie française, j'ai servi au sein du ministère de l'Outre-mer, qui est en effet l'héritier, le dernier héritier d'un grand ministère qui jadis était le ministère chargé des colonies, qui a été créé à la fin du XIXe siècle pour gérer l'ensemble des colonies qui étaient celles de la République française. Donc ces territoires-là, leur point commun, c'est leur identité et leur rapport à la nation et à la France. D'accord. Alors vous arrivez en Corse, puisque vous parliez de Corse en 2000, 2 ans seulement après le meurtre du préfet Claude Érignac. Est-ce que vous aviez des appréhensions à cet égard? Et est-ce que vous avez surtout un droit de refus dans ces cas-là? J'ai demandé à y aller. C'est vous qui avez demandé à y aller? Oui, j'ai demandé à y aller. J'ai fait partie, en effet, de l'équipe... j'ai fait partie de l'équipe préfectorale qui a succédé à l'équipe du préfet Bernard Bonnet, puisque vous faites référence à l'assassinat du préfet Claude Érignac. Ensuite, une équipe préfectorale s'est mise en place avec le préfet Bonnet et les circonstances ont fait que Bernard Bonnet a dû quitter précipitamment son poste. Et à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur a mis en place une nouvelle équipe préfectorale à Ajaccio. Et moi, j'ai été sollicité pour être le directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud. Et j'ai assez rapidement répondu oui. Et j'ai répondu oui pour y aller en famille également, puisqu'il s'agissait à cette époque-là de renouer des liens de confiance entre les représentants de l'État et la population corse. Il ne s'agissait pas simplement, en effet, de stigmatiser et de montrer du doigt une population, mais au contraire de montrer, au-delà de certains individus qui sont ensuite attirés par l'extrémisme, c'est de montrer au contraire que l'essentiel de la population corse est une population attachée à la République, attachée à la France, et attachée à sa culture, certes, et il faut les comprendre, il faut s'ouvrir à cette culture. Donc j'étais volontaire, non, je n'ai pas refusé, et j'y suis allé en famille. D'accord. Alors vous avez aussi été, entre autres, conseiller technique du ministre délégué Christian Estrosi. Quelles sont vos relations avec lui, et est-ce que, sans vouloir être indiscrète, vous auriez des affinités politiques avec l'UMP ? J'ai été effectivement conseiller technique de Christian Estrosi à l'époque où il était ministre chargé de l'aménagement du territoire. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai été amené à servir dans plusieurs cabinets ministériels, qui étaient en effet plutôt des cabinets ministériels de droite. Mon CV le montre. Oui. Je ne peux pas, moi, en tant que sous-préfet, faire état de mes opinions politiques. Oui, vous êtes apolitique. Mon statut me l'interdit, en effet. Je n'ai pas le droit de m'exprimer, je n'ai pas le droit de manifester dans la rue, je n'ai pas le droit de me syndiquer. Donc je ne peux pas m'exprimer puisque j'ai un devoir de réserve. Mais ce que je peux dire, c'est que dans les territoires où j'ai servi, je suis et j'ai toujours été profondément attaché à des valeurs républicaines. Ça peut paraître banal de le dire, mais ce qui est profondément ancré chez moi, c'est la poursuite en effet des idéaux de la République, ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui sur la Révolution française. Et au-delà des appartenances politiques, je pense que, et on ferait bien de se poser des questions d'ailleurs à l'heure actuelle, aujourd'hui, je pense qu'on peut se retrouver, quels que soient les partis, autour de ces valeurs en effet fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Très bien. On va maintenant parler de votre fonction actuelle, puisque, je le rappelle au keynote, vous êtes sous-préfet et secrétaire général de l'Hérault. On va regarder un court reportage, puisque nous sommes allés à la rencontre des Montpelliérains, et on en reparle juste après. Monsieur Olivier Jacob, ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit absolument rien. Pas du tout. Pas du tout? Non, du tout. Non. Jacob, non, je connais pas. Non. Non.
Non, je connais Vésiné, je connais les autres, mais le préfet, non, je ne le connais pas. Le sous-préfet. Olivier Jacob, ça vous dit quelque chose ce nom? Non plus. Non plus. Est-ce que vous connaissez les fonctions ou les missions d'un sous-préfet? Aucune idée. Je pense que, par exemple, en cas d'inondation, il a un rôle à jouer, mais exactement lequel, je ne sais pas. Je pense qu'il fait partie de l'État, donc il doit aider tout ce qui est mairie. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est vrai que ça doit faire partie des choses qu'on apprend en cours d'instruction civique au collège, mais j'ai complètement oublié. C'est dommage, oui. Et en plus on vote, c'est grave, mais non, désolée. Franchement, au niveau de la préfecture, je ne peux pas vous dire plus parce que bon, on n'a pas trop de relation avec la préfecture. Mais sinon, voilà, l'agglomération, la mairie, tout ça, on peut parler de ça, mais pas... Parce que la préfecture, ça reste toujours comme on dit, la préfecture, ça reste toujours un établissement un peu secret, quoi, top secret. On sait que la préfecture, on va y aller faire les cartes grises, récupérer les permis, vérifier, voilà, changer des adresses sur le permis, sur les cartes grises, mais pas plus, quoi. Ben, il s'occupe de la police, des autorisations pour les manifs ou les interdictions. Je pense que c'est ça. C'est tout. Vous allez me trouver idiote, mais non. Non, puis je m'occupe pas trop de politique, donc non, pas du tout. Ok, merci beaucoup. De rien. Une réaction? Oui, c'est normal, incompréhensible que nos concitoyens ne me connaissent pas. C'est d'ailleurs normal. Moi, je n'ai pas vocation en tant que secrétaire général de la préfecture, sous-préfet, d'être sur le devant de la scène. Celui qui est sur le devant de la scène, c'est mon patron, c'est-à-dire le préfet de l'Hérault, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, Pierre de Bousquet. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'ombre, en deuxième rideau, puisque l'une de mes missions fondamentales, c'est de faire, en fonction des orientations qui me sont données par le préfet, de faire tourner la machine de l'État. Ça, c'est ma mission première. Donc c'est normal que ceux que vous avez interviewés ne réagissent pas à mon nom. Puis ensuite, l'autre élément qui fait que nous sommes souvent méconnus individuellement, c'est qu'on tourne très vite sur les territoires dans lesquels nous sommes. Vous l'avez dit, j'ai servi dans beaucoup de territoires. La durée moyenne sur un poste varie entre 2 à 3 ans. Et c'est trop court. C'est d'ailleurs souvent l'une des faiblesses qui est la nôtre, c'est que nous, représentants de l'État, on tourne trop vite. Il ne faut pas rester trop longtemps, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on perde notre neutralité, justement, notre indépendance, puisque plus on reste, plus on se fait des amis, plus on se fait des connaissances, et plus on perd cette indépendance d'esprit, cette neutralité qui doit être la nôtre. Donc ça ne me surprend pas, c'est compréhensible. Après, en revanche, quand vous posez la question sur ce qu'est un préfet ou un sous-préfet, là, les interviewés savent un peu plus. Il y a quand même quelques missions fondamentales qui ressortent, que ce soit les cartes grises, les passeports, la police. C'est vrai que ça relève du préfet. Alors expliquez-nous en quoi consiste exactement votre rôle et est-ce qu'il y a une distinction à faire entre sous-préfet et secrétaire général de l'Hérault? Alors en effet, j'ai une double casquette, c'est-à-dire que mon grade, pour ne pas faire trop long, c'est sous-préfet. Mais ensuite, ma fonction, c'est celle de secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Sur les fonctions de police, ce sont celles du préfet, hein, fondamentales, qui est celle de la protection des populations. On a créé souvent les États, en France et ailleurs, pour protéger les populations. Et ça, c'est vraiment la mission première, fondamentale d'un préfet. Et pour ce faire, il a des services qui lui sont subordonnés, la police nationale, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers. Et tous ces services œuvrent en lien avec les collectivités locales pour protéger les populations, oui. D'accord. Alors, vous travaillez, me semble-t-il, en collaboration avec la direction de l'immigration et de l'intégration. Oui. Alors, j'aimerais évoquer avec vous 3 cas concrets que je connais et qui relèvent des anomalies dans ce service. D'abord, un jeune garçon qui est en France depuis l'âge de 5 ans, qui a aujourd'hui une vingtaine d'années. Donc, ça fait environ 15 ans qu'il est en France. Il a suivi toute sa scolarité en France.
et il connaît beaucoup de difficultés à obtenir sa naturalisation. Ensuite, la maman d'un jeune de Caïna, d'ailleurs, qui est en France depuis une vingtaine d'années environ, qui a ses 2 garçons qui sont nés en France, qui parlent couramment le français et qui vient d'obtenir un diplôme d'infirmière. Elle se voit refuser la naturalisation. Et enfin, un jeune doctorant qui est en passe de soutenir, donc d'ici la fin de l'année, qui est en France depuis 6 ans et qui est quand même allé jusqu'à l'un des plus hauts niveaux d'études, je dirais, et qui se voit également refuser sa naturalisation. J'aimerais vous interpeller sur ces situations qui sont quand même aberrantes. Alors sur les 3 cas que vous citez, on pourra en effet les regarder après l'émission. Avec plaisir. Depuis 2012, les orientations du gouvernement ont changé sur l'accès à la nationalité française, en notamment essayant de valoriser les potentiels. Oui, tout à fait. Les 3 cas que vous me citez sont justement, sous réserve de l'étude du dossier, sont plutôt des cas où on les pousse au contraire à aller vers la nationalité française. Parce que les conditions, pour faire simple, pour devenir français, c'est de parler français. Être majeur et la condition de stage, il me semble. Et être majeur, avoir les ressources pour assurer sa vie au quotidien. Et donc, on essaye souvent de pousser, c'est des instructions du gouvernement, quand on a un doctorant, on considère que c'est un potentiel. Donc la question c'est ensuite, est-ce que les avis négatifs ont été rendus avant 2012, après 2012? Ça peut changer, très clairement. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'avant 2012, les instructions du gouvernement étaient autres et un peu plus fermées sur l'accès à la nationalité française. Mais alors là, ce sont des cas récents. Alors après, moi je suis prêt à les étudier, je ne peux pas faire de promesses, puisque ce serait un peu démago de ma part, à l'occasion d'une émission, de vous dire on va regarder ça, mais on les étudiera tous les 3. Et moi, ma démarche souvent, dans tous ces cas liés soit à l'accès à la nationalité, soit le droit au séjour pour les étrangers, c'est d'expliquer les conditions qui sont dictées par le gouvernement, mais on essaie quand même pour ceux qui sont des potentiels, qui sont diplômés, qui ont de grandes chances de s'insérer sur le marché du travail, on est plutôt ouvert. Donc je m'engage à les regarder et à faire retour à Caïna TV. Et comme ça, à l'occasion d'une prochaine émission, vous pourrez dire qu'on a étudié ensemble ces cas et je vous expliquerai pourquoi on a donné telle ou telle réponse. On va maintenant parler de notre quartier, donc la Paillade. On va écouter ce que certains Montpelliérains ont à nous dire, parce qu'on n'est pas forcément resté dans le quartier pour avoir des points de vue. On en parle après. Qu'est-ce fait pour améliorer la vie des quartiers populaires? Avoir un meilleur rapport entre la police et les jeunes, par exemple. Je crois qu'instaurer un climat de confiance serait beaucoup plus intéressant quant aux résultats contre la délinquance. C'est difficile comme question. C'est une vision globale qu'il faut avoir. Je pense pas que j'en vais avoir le recul et toutes les informations qu'il me faut. Qu'est-ce que vous lui demanderiez de faire pour améliorer la vie des quartiers populaires? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les ouvrir sur le reste de la ville. Voilà, il faut pas les confiner dans leur quartier en leur facilitant l'ouverture de commerce dans leur quartier pour éviter qu'ils sortent et tout ça. Parce que par exemple les codes vestimentaires ne correspondent pas à ceux qu'on a sur la Comédie. Je pense pas que ce soit le sous-préfet qui puisse faire quelque chose. Moi je pense que c'est plutôt monsieur Sorel qui devrait faire quelque chose à Montpellier. Le maire? Ouais. Moi le préfet, je pense que lui après il est pas sur le terrain. Je pense qu'après il peut aussi passer un mot d'ordre aux forces de police. Ou des choses comme ça pour peut-être être un peu plus diplomate ou des choses comme ça et encore. Peut-être moins faire des quartiers populaires autour de la ville et plus les mélanger ou je sais pas. La sécurité déjà. On a un manque de sécurité. Et une chose comme coiffeur et comme ça, des fois on est obligé de se mettre avec une bombe à lacrymo pour rentrer chez soi. Ça c'est honteux dans la politique maintenant. Et je crois qu'il y a un manque de travail aussi. Il y a un manque Je comprends qu'ils soient dans une détresse et puis après... Et en termes de mixité sociale ou de rénovation urbaine par exemple, oui. Est-ce que ça vous parle?
Bien sûr. Est-ce que vous aimeriez lui dire des choses sur ces sujets-là? Je pense que tout ce que je pourrais lui dire, il l'a déjà entendu. Faut-il qu'il les écoute? À savoir que la mixité sociale, d'un point de vue théorique, c'est très bien, mais que le propre humain est prêt à faire des sacrifices pour les autres, mais pas le concernant. On prend un individu A, on lui dit tu vas vivre avec d'autres. S'ils ne font pas partie de la même classe sociale, de la même tribu, ça risque de poser des problèmes quant à l'obtention de ce résultat. Je pense qu'il n'y a rien à faire, à vrai dire. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas pousser des gens qui habitent à l'autre bout de la ville à venir à la paillade à l'école pour faire de la mixité sociale. Vous voyez ce que je veux dire? La mixité, pour moi, elle n'est pas à faire dans les quartiers populaires, elle est à faire dans les quartiers un peu plus aisés. Urbaine, est-ce que ça vous parle? Oui, ce sont des sujets fondamentaux. Par rapport au reportage qui vient d'être diffusé, ce qui est important, c'est que on œuvre en partenariat, en effet, avec les collectivités locales, avec la ville, avec l'agglomération. L'État accompagne, mais les objectifs sont fondamentalement fixés par les élus locaux, c'est normal, puisque depuis la décentralisation, ces grandes politiques sont mises en œuvre par les villes. Sur la mixité, ce sera sans doute l'un des objectifs les plus importants et en même temps les plus difficiles à atteindre dans le futur contrat de ville, dont les négociations vont commencer avec la ville de Montpellier, l'agglomération de Montpellier, à compter de la fin de cette année. Et il faut qu'on arrive, parce que c'est parfois ce qui a été oublié, à éviter que les quartiers ne se renferment sur eux-mêmes. On entendait tout à l'heure l'un des interviewés parler de la mixité à l'école, de la mixité dans le logement. Et il va falloir, sur la durée du futur contrat de ville, 5 à 6 ans, que l'on travaille un peu plus sur tout ce qui est mixité, pour faire en sorte, c'est une ambition, mais toujours difficile à atteindre, que ces quartiers ne se ghettoisent pas. Et en termes de rénovation urbaine, elle a débuté, il me semble, au Petit Bar. Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous avez vu dans quelles conditions les habitants vivent? Alors en effet, on a eu un programme très lourd porté par la ville de Montpellier dans le quartier du Petit Bar, qui à l'origine est une copropriété privée et sur laquelle la ville et l'État ont décidé d'investir compte tenu de l'état de délabrement avancé de ce quartier. Donc on a fait beaucoup de choses. Tout n'est pas encore terminé, il reste encore beaucoup de choses à faire. Déjà, le quartier change. Simplement, en effet, ce que je dis souvent, c'est que la rénovation urbaine, c'est-à-dire la rénovation des immeubles, ne donne pas de l'emploi, ne permet pas d'agir sur l'école. C'est une partie d'une politique d'ensemble. Mais ça ne permet pas de tout résoudre. Le renouvellement urbain est quand même l'une des politiques que on s'accorde, les acteurs de la politique de la ville, à reconnaître comme ayant eu un vrai facteur de succès et de transformation des quartiers depuis une dizaine d'années. Je pense que même si ça reste une partie d'un ensemble, comme vous dites, ça commence par là aussi. Oui, il faut, dans ce qui structure un individu, vous avez son éducation, vous avez ensuite son insertion dans la société qui passe souvent par un emploi, et vous avez le logement, l'accès à la santé. Ce sont ces domaines fondamentaux, ces thématiques fondamentales qu'il faut qu'on aborde dans le contrat de ville. Ça passe par là, c'est pas suffisant. Avoir un toit et vivre dans des conditions décentes, dignes. Oui, tout à fait. Et quelles sont les mesures concrètes alors que vous pourriez proposer aujourd'hui sur notre plateau ? L'État a des idées, mais qu'il doit ensuite négocier dans le cadre du futur contrat de ville avec la ville de Montpellier et son agglomération. Mais les grandes pistes que l'on essaye de poursuivre dans notre réflexion, c'est notamment d'essayer de travailler sur le lien, on en parlait tout à l'heure, police-population. C'est vraiment quelque chose qui ressort très fort des contacts que l'on peut avoir avec les habitants et les associations. Il y a en même temps un très fort sentiment d'insécurité, mais une demande très forte de la population d'avoir de nouvelles relations avec la police. Il y a une demande très forte également sur l'éducatif et de travailler sur ce qu'on appelle la carte scolaire, que les écoles ne soient pas uniquement un concentré de difficultés,
et où il se développent des stratégies d'évitement de la part de certaines catégories de population. Sur le renouvellement urbain, il y a encore des choses à faire importantes. Alors on va sans doute plutôt se concentrer sur la prochaine génération du renouvellement urbain, sur justement le quartier de la Paillade, la Mosson. Il y a sans doute un grand programme de renouvellement urbain à mener ici à la Paillade. On s'est beaucoup occupé du Petit Bar, des Hauts-de-Massanes. On a fait des choses. Ça a transformé ces quartiers quand même dans leur apparence. Et l'une des priorités, c'est d'être accepté par la ville et l'agglomération, c'est sans doute de s'occuper un peu plus de la Paillade dans les années qui viennent. Alors vous me faites penser à une discussion que j'ai eue avec une élue récemment sur la carte scolaire qui me disait qu'elle avait des demandes de parents pour la création d'écoles, d'une école, spécialement pour leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas être mélangés à ceux de la Paillade. Il y a quand même un vrai problème à ce niveau-là. Oui, il y a effectivement un vrai souci et surtout un oubli de ce qui fonde le pacte républicain, notamment par des dérogations et des oublis au jour le jour sur le respect de la carte scolaire, la manière dont on dessine la carte scolaire. Sans doute que depuis quelques années, on est un peu moins respectueux de cette carte à tous les niveaux, soit au niveau de l'école primaire, au niveau du collège, etc. Et à mon sens, il faut arriver à travailler autour de cette carte scolaire, au-delà en effet des soucis liés aux moyens humains, au nombre de professeurs, pour éviter justement que ces écoles ne soient des ghettos où on ne retrouve que le même type de population avec les mêmes soucis et que l'on relègue dans des écoles à part. Oui, je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Oui, et parfois, on a des réactions, il peut y avoir des réactions humaines qu'on a parfois du mal à comprendre en fonction de ses idées et de ses convictions. Et justement, la République, elle est parfois là pour contraindre et parvenir vers un objectif commun qui est quand même celui de vivre en communauté. Et c'est ce qu'on a parfois tendance à oublier depuis quelque temps. Alors, il y a sans doute une question que je ne vous ai pas posée, c'est celle à laquelle vous aimeriez répondre vous-même, si vous avez quelque chose à dire. Ce que j'aimerais dire, c'est répéter que, en tant que sous-préfet, ma mission fondamentale en tant qu'individu, c'est justement d'être au service des autres. Hein. Le service public, c'est d'être au service des autres et d'essayer d'incarner au jour le jour cette notion justement de fraternité et d'essayer de rassembler les gens. C'est ce dont a sans doute le plus besoin notre société à l'heure actuelle. On parle en effet d'égalité, de liberté, mais on sent quand même au sein de la société française à l'heure actuelle des tensions extrêmement fortes, presque insupportables au jour le jour. Et moi, ma mission fondamentale, ce que j'aimerais dire aux gens qui vont nous regarder, qui ne savent pas qui est Olivier Jacob et qui l'auront oublié dans 2 jours ou qui ont du mal à percevoir ce qu'est un sous-préfet, c'est qu'on est aussi là pour œuvrer afin de renforcer la cohésion de notre société. Ça, c'est ce qui m'anime vraiment au jour le jour dans ma mission. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On a un petit cadeau pour vous, de la part de toute l'équipe de KNA TV. Merci, merci beaucoup. Et je vais vous laisser signer le livre d'or, puisque vous nous avez fait l'honneur de venir. Merci d'être venu aujourd'hui. Alors je rappelle à tous nos KNautes que vous pouvez retrouver l'émission sur le site de KNA TV, donc www.knatv.org. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Ciao, ciao.